C'est la chronique Mythes et complots avec Christian Page. Bonjour Christian. Salut Bernard. Où sont les extraterrestres? Ah écoute, je le sais pas. Je le sais pas, puis il semble qu'on soit pas à la veille de le savoir. Écoute, si je te dis le paradoxe de Fermi, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Donc c'est un physicien américain, Enrico Fermi, dans les années 50. C'est un grand physicien, il avait travaillé notamment sur le programme de la bombe atomique, le projet Manhattan. Puis à un moment donné, dans les années 50, il y a une espèce d'explosion intellectuelle autour de la recherche dans l'espace. Puis là, on s'est dit, on va mettre des programmes en place, on va écouter des civilisations, il doit y avoir de la vie partout. Et Fermi a posé cette question, et elle est pas simple, Bernard. Il a dit, si la Terre existe depuis 4 milliards et demi d'années, oui, s'il y a des civilisations dans l'univers qui sont des milliers, des millions d'années plus anciennes que la nôtre, si la vie pullule dans l'univers, oui, pourquoi ne sont-ils pas déjà ici? Pourquoi mais peut-être qu'ils n'ont pas le niveau de technologie nécessaire pour faire le voyage encore. Mais s'ils ont des milliers, sinon des millions d'années. D'avance sur nous, tu veux dire? D'avance sur nous, ben oui, parce que ces planètes ou ces étoiles sont apparues des millions d'années avant la formation de notre Soleil. Et quand on regarde l'évolution de la technologie, mettons, des 25 dernières années, on a vu à quel point ça a progressé. Absolument, c'est fulgurant. On peut penser que l'espèce humaine, dans quelques milliers d'années, va être en mesure de faire des voyages sur une très grande distance, là, puis Star Wars va être comme prémonitoire de quelque chose. Donc, là. Tu vois, ça, c'est une belle spéculation intellectuelle, mais le paradoxe de Fermi nous dit que notre façon de voir l'univers ou notre façon de voir l'évolution des civilisations dans l'univers a un problème. Il y a un talon d'Achille quelque part qu'on n'a pas encore compris. C'est comme si, ou bien l'apparition de civilisations intelligentes est rarissime. Peut-être que la vie pullule dans l'univers. Oui. Mais l'apparition de civilisations, de créatures douées d'intelligence, capables d'influencer leur environnement et même de voyager, peut-être que c'est beaucoup plus rare qu'on pourrait le croire. On le sait pas, on n'a aucune idée. Hein. Ça va un peu à contrario de ce qui a été affirmé par nombre de grands chercheurs, de grands scientifiques ces dernières années. Quand ils regardaient les milliards de planètes, ils disaient la loi des probabilités veut qu'il y ait sur l'une de ces planètes de la vie et probablement de la vie assez avancée pour concurrencer notre état d'avancement. Et tu as tout à fait raison, Bernard. Et c'est là que le problème du paradoxe de Fermi intervient. Si cette vie est aussi répandue qu'on le prétend, pourquoi n'est-elle pas là? Alors, de plusieurs possibilités. Ou bien la vie intelligente, elle est rarissime. Et on le sait pas parce qu'on n'a pas d'autres exemples de la vie intelligente à part celle que l'on a sur Terre. Donc, on ne sait pas quels sont les mécanismes qui font que l'intelligence apparaît. L'autre possibilité, c'est peut-être que lorsqu'une civilisation atteint un niveau d'intelligence, elle est amenée éventuellement à s'autodétruire avant même qu'elle ait trouvé le moyen de coloniser d'autres planètes. Donc, c'est inquiétant. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, c'est inquiétant, mais c'est intéressant. Oui, c'est ça le paradoxe de Fermi, puis on n'a pas la réponse. Et là, ça m'amène à ma nouvelle d'aujourd'hui. C'est un article qui vient d'être publié dans l'Astronomical Society of Australia. C'est une publication scientifique des astrophysiciens, des chercheurs en Australie. Et ces gens-là font état d'une étude qu'ils ont menée. Il y a quelques mois, ils ont utilisé les 4096 antennes du Whitefield Array, qui se trouve dans le désert de l'Australie. Donc, c'est des petites antennes qui sont tournées vers l'espace. Et pendant 17 heures, ils ont écouté une zone de l'espace, qui est la constellation des Voiles, qui se trouve à peu près à 840 années-lumière de la Terre. Et pourquoi cette constellation? Parce qu'elle a énormément d'étoiles. Certaines sont très jeunes, certaines sont très anciennes et d'autres ont même cessé d'exister. Mais même si elles ont cessé d'exister, s'il y avait des civilisations qui émettaient des ondes électromagnétiques, peut-être que ces ondes-là continuent de voyager dans l'espace. Okay. Donc, pendant 17 heures, on a écouté ces fameux signaux. En fait, on a écouté 10,3 millions d'étoiles. Oui, c'est pas mal, ça. Ça commence à être des étoiles. Et résultat, rien du tout. Rien.
aucun signal radio, aucun signal qui pourrait être associé à de la technologie. Hein? Est-ce que, par exemple, une planète aurait émis davantage de rayonnement gamma, de rayonnement X ou Y, qui nous aurait laissé sous-entendre à la présence d'une civilisation développée? Moi, j'ai le goût, Christian, de te dire, ils cherchaient pas à bonne place. C'est donc 0. C'est quand même 10 millions d'étoiles. Oui, hein? mais là, on dit, c'est quoi les derniers chiffres? Là, on parle de, quand tout à l'heure, on parle de milliards, de dizaines, de centaines de milliards d'étoiles. Bernard, uniquement dans la Voie lactée de notre galaxie, c'est entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Bon, fait que 10 millions, c'est des pinottes, mon vieux, ce jeu. Absolument. Sur absolument. le nombre, c'est des Absolument. pinottes. Alors, les chercheurs, écoute, les chercheurs ont pas baissé les bras. mais ils se disent, comme on n'a pas rien obtenu, ça nous ramène encore à cette idée du paradoxe de Fermi. Pourquoi, si les civilisations pulluleraient dans l'univers, pourquoi jusqu'à maintenant y a-t-il cet extraordinaire silence? Et donc, on se pose la question, est-ce que l'intelligence apparaît difficilement? Est-ce que les civilisations sont amenées à s'autodétruire avant d'avoir atteint un grand niveau de développement? Est-ce qu'il existe une espèce de concept dans l'univers qu'on ignore qui fait que ce genre de communication entre civilisations serait impossible? Ou encore, et ça, c'est ce que je préfère. C'est le temps de la patrouille du cosmos, voyons donc. La dernière possibilité, c'est ma favorite, c'est peut-être que finalement, les extraterrestres ont une technologie tout à fait différente de la nôtre. C'est-à-dire que ce que l'on cherche dans l'univers, c'est de la techno-signature. Hein? Est-ce que les extraterrestres utilisent des rayonnements gamma, des rayons X? Est-ce qu'ils utilisent des ondes électromagnétiques? Mais ça, c'est très nombriliste. Ben oui, peut-être qu'ils communiquent autrement. Absolument. Donc, peut-être qu'on n'a aucune idée du genre de technologie qui pourrait se développer dans d'autres civilisations et que peut-être on est au milieu, hein, j'ai trouvé bien l'analogie qu'ils ont fait, peut-être qu'on est au milieu d'une conférence interplanétaire et on s'en rend même pas compte. Mais c'est drôle parce que tu as des auditeurs actuellement qui m'écrivent puis c'est exactement ce qu'ils me disent. Donc, leur technologie est peut-être tellement différente de la nôtre qu'ils sont déjà ici, mais on les voit pas. Donc, oui, ils peuvent être autour de nous, communiquer, mais les outils que l'on utilise, cherche une mauvaise technologie parce qu'on cherche une technologie qui nous ressemble, ou bien nos équipements sont peut-être finalement inadaptés pour pouvoir capter ces technosignatures qui laisseraient croire, qui nous amèneraient à découvrir des civilisations dans l'univers. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est passionnant et qui pose à l'intellectuel toutes sortes de questions et qui nous ramène souvent ce paradoxe de Fermi. Mais moi, je me suis rendu à l'argument de ceux qui disent il y a tellement de ben alors, tu disais juste dans la Voie lactée, c'est combien? Entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Alors, écoute, là, je veux dire, pour l'univers au grand complet, c'est des milliers de milliards. Bon, alors je me dis, moi, la loi des probabilités veut qu'il y en ait une quelque part où il y a de la vie, puis de la vie développée, avancée. Mais là, est-ce qu'on va être capable de se rencontrer un jour? On verra bien. Là, il me reste 2 minutes. On a-tu le temps de parler du gros méchant requin? Oui, écoute, ça, c'est plutôt amusant. C'est un exercice qu'a fait des scientifiques parce que en 2018, il y a un film qui a été très populaire. Peut-être que tu l'as vu. C'est un film en anglais qui s'appelait Meg. En français, c'est En eau trouble, avec l'increvable Jason Statham qui combattait un mégalodon. Donc, un mégalodon, c'est un requin géant qui vivait à l'époque de la préhistoire, qui est en fait l'ancêtre du requin blanc. Et dans ce film, donc, notre Jason Statham combat un mégalodon de 23 mètres de long. C'est quand même 75 pieds, là. Et là, donc, évidemment, il a réussi à le vaincre. Ben oui. Mais on s'est posé les scientifiques se sont posé la question. C'est vrai qu'on parle souvent du mégalodon. On le présente comme étant un requin géant de la préhistoire, ancêtre du requin blanc. Mais comment mesurer, quelle était la longueur exacte d'un mégalodon? Alors, ils ont fait une méta-analyse à partir des dents du mégalodon qu'on retrouve abondamment dans les mers, les fonds marins, etc. Donc, on a beaucoup de ces dents-là et on a calculé la grosseur des dents avec l'évolution des requins, le comparer avec son descendant qui est le requin blanc. Et finalement, ça reste quand même gros, Bernard. 23 mètres, là, comme c'était dans le film Meg, En eau trouble. C'est trop. C'est trop. En fait, le mégalodon mesurait entre 16 et 18 mètres de long. C'est quand même entre 50 et 60 pieds de long. Fait que Meg était pas loin, finalement. Ouais. Meg était pas loin de la vérité.
Uniquement pour te donner une échelle, dans la fiche technique, ce mégalodon, il pesait à peu près 100 tonnes. La hauteur de sa nageoire dorsale était de 1,65 m, donc c'est 5 pieds 4 à peu près. Uniquement la nageoire caudale, donc la nageoire de la queue, faisait 13 pieds de haut. Et le rayon de sa mâchoire, une fois ouverte, t'aurais pu y mettre un homme de 6 pieds, un homme de 2 mètres, dans la bouche, bon. Et il y aurait eu encore de l'espace. On est content qu'il soit disparu. Ah, écoute, c'est une véritable machine à tuer. De quoi à faire déserter les plages de la Californie, crois-moi. Jaws peut aller se rhabiller. Ah, écoute, tu lis les chiffres de ça, c'est vraiment, c'est monumental. Écoute, puis je vous le dis, là, j'étais pas coordonné avec Larry. Quand j'ai dit Jaws, il a parti la musique, mais on s'était pas parlé. On fait de la télépathie, moi puis Larry, je te le dis, Christian. Yeah. Quel bon thème, ça. Je crois que c'était John Williams qui avait fait ce thème-là. Et c'est demeuré, hein, c'est un grand classique des thèmes de cinéma. Ouais. La musique de Jaws, comme Star Wars, par exemple, ou le tout-dou-dou-dou-dou de Close Encounters. Le quoi? Le tout-dou-dou-dou-dou. Là, ce sont des musiques qui nous restent, qui ont marqué l'histoire du cinéma, qui sont restées. Je comprends. Donc, c'était ça. Donc, le mégalodon, c'est, oui, dans le film un peu trop gros, mais ça reste quand même, c'était une machine à tuer qui, je le rappelle, a vécu entre 20 millions et 2 millions d'années, la date à laquelle il est disparu. Puis on peut quasiment se compter chanceux, sinon la baignade serait plutôt interdite. Christian Page, à jeudi prochain. Absolument. Salut, bonne semaine, Bernard. Salut toi aussi.